Bonjour à tous les amis, merci de nous retrouver sur Roue Libre, l'émission vélo de FT Sport. C'est un plaisir d'être ensemble car aujourd'hui nous allons parler du Tour d'Italie. Ça y est, les grands tours, ça commence. Et pour en parler, bien évidemment, vous connaissez les protagonistes de ce plateau. Je retrouve mon cher Polo. Comment ça, mon Polo, la forme? Ça va très bien. Je suis content que l'émission ait pu commencer parce que le débat était catastrophique avant qu'on lance l'antenne. J'étais plutôt d'accord avec Joseph. Tu m'étonnes. De toute façon, j'emmerde les autres. Voilà. Pour revenir sur ce débat, on n'ira pas plus loin. Voilà. Non, exactement. Je suis content de vous voir, messieurs. Bon, toi, t'es en forme. Je suis très énervé. Je suis très énervé. Je trouve ça scandaleux les idées qui ont été propagées sur ce plateau juste avant qu'on démarre. Mais bon, apparemment, on fait pas une émission Ligue des Champions, donc on y reviendra plus tard. Pour rassurer tout le monde, on va parler de football et de Ligue des Champions, pas de politique ou autre chose. Donc ne vous inquiétez pas, n'allez pas fabuler. Mais là, c'est l'heure du vélo, les amis. On a un très beau programme qui va s'offrir à nous parce que du coup, le Giro va commencer samedi 4 mai jusqu'au 26 mai. Et on va voir ce sommaire du coup de l'émission pour parler du coup évidemment de Tadej Pogačar parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu, il est le grand favori de ce Tour d'Italie avec peu de monde derrière parce qu'il n'y a pas d'autres extraterrestres sur ce Tour et sur ce Giro. Qui sera sur le podium? On a mis une photo de Romain Bardet, bien évidemment, parce qu'il a fait un très beau Liège-Bastogne-Liège et forcément, il va tenter en tout cas d'aller chercher un accessite. Mais il y a quelques autres coureurs, évidemment, qui vont essayer eux aussi d'aller chercher un podium et après on verra ce qui peut se passer. Peu de chance d'aller chercher Tadej Pogačar, mais on ne sait jamais. Glorieuse incertitude du sport. Les bonifs, on terminera avec quelques coureurs à suivre, dont les Français et les sprinteurs, parce que pour le coup, il y a un beau plateau de sprinteurs, les amis. Donc on va faire un petit point, parce qu'il y a quand même 6 étapes qui leur seront consacrées. Peut-être même plus. Peut-être même plus, effectivement. Ou peut-être même moins. Ça dépendra un peu des baroudeurs, quoi. Mais et de la volonté du peloton. Mais s'ils veulent, les sprinters, ils ont une grosse part du gâteau à se partager. Il y aura beaucoup d'équipes pour rouler, pour prendre les responsabilités. Donc, on est assez d'accord avec Robin. On va suivre ça et on va vous expliquer tout ça, les amis. J'espère que vous êtes confortablement installés, que vous nous regardiez sur YouTube, sur la chaîne FT Sport, ou que vous nous écoutiez en podcast sur toutes les plateformes. On le rappelait, on est disponible en podcast sur FT Sport. Vous tapez ça. Êtes plein, First Team, de plus en plus. First Team en podcast. First Team en podcast. J'ai eu quelques messages je trouve pas Roue Libre sur les plateformes. Faut taper First Team. C'est ça. Et vous êtes de plus en plus à nous écouter. C'est très cool. Continuez comme ça, messieurs. Merci à tous. Aujourd'hui, on va donc commencer avec Tadej Pogačar, qui est l'ultra favori du Giro, et on vous explique pourquoi. C'est parti. Tadej Pogačar qui est donc grand favori du Giro. On regarde pourquoi et comment avec les cotes Winamax pour donc voir que Tadej Pogačar est à 1,20. Et ensuite, on a Geraint Thomas qui est à 7. C'est de pire en pire, j'ai l'impression. Tiberi est à 20. À chaque fois qu'on revoit les cotes, ça baisse. Exactement. Donc, Tiberi, Caruso et Bardet sont à 20 tous les trois. Et on a Ben O'Connor qui est à 25. Paul, la différence, elle est logique, mais elle fait peur à voir. Ouais, c'est exactement ça. Elle est logique parce que dans la start list qu'on a sur ce Giro, il n'y a pas un mec qui arrive à la suite de Tadej Pogačar, que ce soit en montagne, en contre-la-montre ou sur la gestion de 3 semaines, même si on peut saluer des coureurs comme Geraint Thomas ou Nairo Quintana qui ont déjà prouvé qu'ils étaient capable de gagner sur 3 semaines. Là, on est dans une autre ère. On est en 2024 et quand on voit la start list, évidemment, qu'il peut se passer beaucoup de choses. On n'est pas à l'abri d'une crevaison, d'une chute. On a déjà vu Tadej Pogačar chuter sur un grand tour. On a déjà vu Pogačar avoir des problèmes. On se rappelle notamment de Liège-Bastogne-Liège l'an passé. C'est pas impossible. Mais par contre, si on prend factuellement la start list, Pogačar est à des années-lumière du reste de la concurrence. Donc c'est normal de voir cet écart et c'est un peu triste pour le suspense si Pogačar reste sur son vélo. Alors pourquoi, Robin, est-ce que tu peux réexpliquer un peu au rouleur, pourquoi est-ce que finalement Pogačar est le seul à avoir opté cette année pour le Giro et pourquoi on se retrouve avec finalement aussi peu de suspense en théorie parce qu'on sait qu'il peut se passer 1000 trucs. Mais pourquoi est-ce que Vingegaard n'est pas là? Pourquoi Evenepoel n'est pas là? Pourquoi d'autres ne sont pas là? C'est un peu le hasard qui fait ça, honnêtement. On sait que sur les grands tours, il y a 4 coureurs qui sont très dominateurs. Tu l'as dit, Vingegaard, Evenepoel, Roglic et Pogačar. Sauf qu'on a Remco Evenepoel et Primož Roglic qui avaient misé sur le Giro l'année dernière et qui du coup cette année dans une logique de changement sont sur le Tour. Primož Roglic a carrément changé d'équipe cet hiver pour avoir entre guillemets une dernière chance d'aller chercher un Tour de France. Donc il a signé chez Bora pour ne plus être dans l'ombre de Vingegaard et aller sur le Tour. Remco Evenepoel, c'était l'évolution logique. Il a encore jamais fait le Tour de France. On attendait depuis pas mal d'années. Patrick Lefebvre aurait aimé que Evenepoel gagne un Giro avant d'aller sur le Tour. Ça s'est pas fait l'année dernière. Il avait abandonné le Giro sur
sur maladie. Il était touché par le Covid. ouais. Mais donc, cette année, c'est le moment de découvrir le Tour. Remco Evenepoel, il a 24 ans. Tu vas pas le faire attendre pendant 10 ans. Et Jonas Vingegaard, on le sait, sa saison, elle est depuis 3 ans, 4 ans maintenant centrée sur le Tour de France. Quasiment exclusivement. Tout le reste, ce ne sont que des courses de préparation. Et en plus, cette année, il a eu sa terrible chute au Tour du Pays Basque. On sait même pas dans quelles conditions il sera au Tour de France. On sait même pas s'il y sera. Donc, le Giro, c'était encore moins une option pour cette année. Et puis, de toute façon, c'était pas prévu, même au mois de janvier, avant l'histoire de cette chute au Pays Basque. Donc, Tadej Pogacar, il est le seul à avoir fait le choix cette année d'aller sur le Giro. Je pense pas qu'il ait fait ce choix-là parce que les autres n'y étaient pas. Pas le genre. Je pense que c'est surtout lié au fait qu'il a été battu 2 fois de suite sur le Tour de France, qu'il s'est peut-être dit, bon, le Tour, ça devient un petit peu répétitif. Ça fait quand même 4 fois de suite qu'il va sur le Tour et qu'il va pas sur le Giro. Il a jamais couru le Giro. C'est une course qu'il aime, qu'il a envie de découvrir depuis longtemps. Il avait déjà envie de le faire l'année dernière. Jusque-là, UAE avait toujours freiné un petit peu parce que l'objectif principal était le Tour. À la fois médiatiquement, sportivement, c'était plus important de tout miser sur le Tour. Mais cette année, voilà, ils ont accédé à la demande de Pogacar. Il va aller sur le Giro et voilà, le fait que les 3 autres, eux, n'y soient pas, ça crée cet écart énorme. Et je pense qu'on n'a jamais vu ça. Moi, je n'ai jamais vu ça depuis que je suis le vélo. Un tel écart, un favori qui est autant favori sur un grand Tour, j'ai jamais vu. Ouais. Et on vous a montré les cotes Winamax et on va faire un tout petit point quand même parce qu'on a vu qu'il y a 98% des paris qui allaient sur Tadej Pogacar. On imagine que je suis pas ceux sûr que qui c'est une l'ont très bonne mis, idée quand même. c'est à voir. En fait, ça dépend de combien tu mets et combien tu espères gagner. Mais de toute façon, si vous mettez beaucoup, c'est intéressant Pogacar. Si vous mettez peu, vaut mieux aller sur de Geraint Thomas, Antoine Tiberi. Mais même là, c'est plutôt risqué. Mais même mettre beaucoup, en fait, le problème, c'est que on est quand même sur une course de 3 semaines. Quoi. Ouais, exactement. Et t'as tellement, en fait, chaque jour peut y avoir une galère. Alors, je veux bien que Tadej Pogacar, il est généralement assez habile sur son vélo, que il chute peu, mais Paul l'a dit déjà, c'est déjà arrivé à Liège-Bastogne-Liège l'année dernière. Et puis, t'as tellement de choses qui peuvent se passer. Je veux dire, on a vu tellement de mecs, on va en parler après, mais d'un Geraint Thomas qui est présent sur ce Giro. Combien de fois Geraint Thomas arrivait dans une forme éblouissante sur le Tour ou sur le Giro et s'est mangé des chutes où c'est pas de sa faute, où il y a un bidon par terre, le mec 2017, est par terre, ouais. il y a une moto qui le renverse. Enfin, le nombre de mecs qui se voient flinguer un grand Tour sur un truc qui est absolument pas de leur fait, ça peut arriver. C'est quand même très régulier, quoi. Ça peut arriver, ouais, clairement. J'allais rajouter plein d'exemples, mais Robin a raison. Donc, je le rejoins. Si on met 100 €, on gagne 20 €. Est-ce que ça vaut le coup, par rapport au risque? Évidemment qu'il y a de grandes chances qu'il gagne. Mais c'est 3 semaines de course. On parle pas d'une course d'un jour. On parle pas même d'une course d'une semaine. On parle d'une course de 3 semaines où, évidemment, si Pogacar a un matelas important, il prendra peut-être pas autant de risques que ce qu'il avait pris notamment l'année dernière pour essayer de déstabiliser Jonas Vingegaard sur le Tour de France. Mais rien n'est sûr en fait sur une course cycliste et encore plus sur une course de 3 semaines. Donc ça vaut pas, c'est le coup, je pense, de la prendre cette cote, mine de rien. Quoi que vous mettiez en tout cas comme argent sur ce Tour d'Italie, il est important de jouer de manière raisonnable. Et d'ailleurs, on va écouter Thomas Dufan qui va vous expliquer comment jouer et comment jouer raisonnablement. Allez, on l'écoute. Comme tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes le vélo et que tu es prêt à parier sur toutes les courses de cyclisme, ça se passe chez Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. En tout cas, Tadej Pogacar, lui, il espère bien aller la chercher. Alors, on rappelle, Polo, qu'il a plutôt bien démarré la saison et c'est une des raisons aussi qui fait qu'il est autant favori. Bien sûr, Tadej Pogacar est dans une forme exceptionnelle. Il l'a montré notamment sur Liège-Bastogne-Liège, mais il l'a montré à peu près sur toutes les courses auxquelles il participe. Il a gagné depuis, les Strade Bianche, il a gagné depuis 2023. On a d'ailleurs le résumé de ses victoires. Tour de Catalogne, il a gagné. Ouais, c'est ça, il gagne le Tour de Catalogne. Moi, sur le petit tableau que j'ai fait, j'avais mis ses victoires sur les courses par étapes. Depuis 2023, mis à part le Tour de France où il finit 2e, il les gagne toutes. Voilà, Tour d'Andalousie, Paris-Nice, Tour de Catalogne cette année. Il est très difficilement manœuvrable sur une course par étape. Encore plus quand il n'a pas une équipe Jumbo-Visma et l'adversité d'un Jonas Vingegaard sur depuis 4 ans, il n'y a que Vingegaard qui a réussi à le battre, non? Je réfléchis, je remonte 2022, 2021 et encore 2022. Vingegaard le bat. Moi je vois pas.
J'y pense là, j'ai pas préparé la stat, mais je pense qu'il y a que Vingegaard qui a battu Pogačar sur une course. J'irai vérifier après la fin de ma prise de parole extraordinaire, mais je pense que oui, c'est encore de l'eau à son moulin pour le Slovène, parce que même on l'a dit, tant qu'il n'est pas challengé par l'un des fantastiques, et sur les courses par étapes, on peut les citer, et encore, il y en a pour qui j'ai certains doutes, mais Roglic, Evenepoel ou Vingegaard, bah oui, Pogačar sera sans aucune adversité quand la route va s'élever, ou même sur le contre-la-montre. On pourra peut-être discuter de voir si Filippo Ganna arrive à faire quelque chose sur le plat, mais c'est pas le problème de Pogačar. Pogačar, il s'intéressera à ses adversaires, notamment pour le classement général, et là, on en parlera un peu plus tard dans cette émission. Sur le contre-la-montre, on risque de voir de grosses différences. Alors juste avant, je parle même pas de la montagne. Ouais, exactement. Juste avant de se concentrer sur où et comment Pogačar va gagner, on va juste regarder 2 tableaux pour vous montrer à quel point la qualité de cette start list, en tout cas, c'est pas qu'elle laisse à désirer, c'est qu'en tout cas les meilleurs coureurs du monde ne sont pas présents. PCS, c'est Pro Cycling Stats, c'est un site de référence de statistiques du cyclisme professionnel qui, en gros, a réalisé un score de qualité de la start list en gros, il y a 50 points qui sont attribués pour un top 10, par exemple, sur une course. Si tu fais top 25, tu as 35 points et ainsi de suite selon ce schéma, top 50, 20 points, etc. Et donc, on voit que le Giro 2024 est très, très loin des derniers Giro, et faut remonter même encore plus haut. Moi, j'ai pas trouvé en remontant un Giro avec une start list d'une aussi piètre qualité. Et voilà, on a d'autres chiffres qui montrent encore plus simplement cela. Toujours Pro Cycling Stats aussi, qui nous fournit des stats exceptionnelles. Un coureur du top 10 mondial qui est présent, 4 coureurs du top 20, 9 coureurs du top 50, 25 coureurs du top 5, du top 100, pardon. Donc voilà, c'est des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. En tout cas, Tadej Pogačar, lui, il va pas se faire prier pour utiliser le parcours comme il le peut, Robin, et disons qu'il a un parcours qui se prête logiquement. En fait, on aurait pu mettre n'importe quoi qu'il aurait pu aller chercher, mais là, en l'occurrence, il a un parcours qui se prête encore. Quel que soit le parcours, ça se serait prêté à ses qualités. C'est vrai qu'en fait, le parcours, il est presque plus à analyser pour les autres, ceux qui vont jouer le podium, parce que là, t'en as qui roulent mieux que d'autres, t'en as qui sont plus à l'aise en montagne que d'autres, mais Tadej Pogačar, je pense, comme disait Polo, qui sera le plus fort de loin en contre-la-montre et le plus fort de loin en montagne. Donc, lui, le parcours, j'ai envie de dire, il y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Il a pas de raison d'être inquiet avant le départ d'un Giro ou même d'un Tour de France quant au parcours. Et oui, il a 71 km de contre-la-montre, par exemple, 71, sur ce Giro, en 2 chronos différents. L'un où il y aura notamment une bosse en fin de parcours, l'autre qui est beaucoup plus plat. Bon, déjà, rien que ça, 71 km de contre-la-montre, il va faire des écarts énormes. Si on prend, je veux pas trop anticiper, mais si on prend juste Romain Bardet, par exemple, qui est un des candidats au podium sur le Tour de France 2022, où il y avait 53 km de contre-la-montre, où Pogačar ne gagne même pas, il termine 2e derrière Vingegaard, il met 3 minutes 20 à Romain Bardet sur ces 2 chronos de 53 km. Donc voilà, je vous laisse extrapoler pour avoir un petit peu l'écart qu'on aura sur 71 km, mais on se rapproche des 4 minutes et peut-être même un peu plus. Donc il va y avoir pour moi, pour Pogačar, la question c'est pas de savoir est-ce que le parcours lui convient, c'est plus comment il va l'utiliser, parce que ce Giro, il faut dire qu'il s'inscrit dans une saison où Tadej Pogačar veut faire le doublé, Giro Tour de France. Alors la blessure et la grosse chute de Jonas Vingegaard au Pays Basque va peut-être lui faciliter un petit peu la tâche pour le Tour de France, mais dans un premier temps, il faut gagner le Giro et presque gagner le Giro en y laissant le moins d'énergie possible. Ça va être un peu ça aussi le défi de Tadej Pogačar. L'idée, c'est pas forcément de gagner avec 15 minutes d'avance au général, c'est de gagner en ayant gardé assez de fraîcheur pour pouvoir enchaîner. Il y aura seulement un mois entre la fin du Giro et le début du Tour, parce que le Tour en plus cette année débute assez tôt du fait des JO et de l'Euro qui se tiennent le même été. Donc un mois de récup, c'est pas énorme. Et Pogačar, il va devoir réfléchir à quel moment sur ce Giro il attaque, à quel moment il se préserve. C'est une bonne question, ça, de la manière dont il va aborder ce Giro, sachant qu'il l'a quasiment gagné. On va pas redire ce qu'on a dit depuis le début, par rapport à ce double objectif qu'il a avec le Tour de France un mois plus tard. Est-ce que pour avoir toutes ses chances de gagner le Tour de France, est-ce qu'il faut qu'il attaque fort ce Giro et qu'il y aille tranquille après,
peut-être en risquant de perdre du rythme, mais en gardant peut-être un peu de fraîcheur, ou est-ce que sur le rythme, il faut qu'il commence ce Giro tranquillement et qu'il fasse vraiment la différence sur les derniers jours de course, sur la dernière semaine de ce Giro, pour essayer de surfer sur cette fraîcheur et sur cette forme jusqu'au début du Tour de France, où là, sur le Tour de France, on aura le temps d'en reparler, il faudra qu'il soit très bon dès les premiers jours, dès les premières semaines, parce que là où ses adversaires en ont fait un objectif de ce Tour de France, eux vont monter en puissance sur ce Tour, là où Pogacar devrait logiquement baisser en termes de rythme sur les 3 semaines du Tour. Mais du coup, la question, c'est de savoir, est-ce que tu adaptes ta manière de courir sur le Giro par rapport à ça? Je pense qu'on a quand même des mecs dans les staffs, dans les équipes, qui sont bien plus au fait de nous sur l'état de forme physique de Pogacar et sur la manière dont il doit gérer ces 3 semaines avant de devoir en gérer 3 de plus dans un mois. Moi, je dirais quand même que quoi qu'il arrive, comme tu le dis, ça sert à rien de gagner avec 15 minutes d'avance. Je pense qu'il faut pas forcer, mais qu'il faut quand même finir fort ce Giro, plutôt que de le commencer fort et d'après peut-être perdre un peu de rythme. Après, c'est physiologique, quoi. J'y connais rien. Je suis pas médecin. Je suis pas ni dans le staff. Je connais pas la forme de Tadej Pogacar. Mais par contre, je pense que depuis la blessure de Jonas Vingegaard, on a dû commencer à se dire que le Tour de France redevenait un objectif largement réalisable. Donc je pense qu'on doit y réfléchir côté UAE. Alors on va regarder quelques étapes justement où il peut faire la différence, en commençant bien évidemment par les 2 contre-la-montre. Alors les chiffres clés, c'est hyper important. Tout à fait, les chiffres clés pour voir qu'il y a 7 arrivées au sommet, qu'il y a un peu moins de dénivelé qu'en 2023. Beaucoup moins. 44 000 alors qu'il y en avait 51 000 en 2023. C'est presque 2 étapes de montagne. 2 étapes de moyenne montagne, une énorme étape de haute montagne. 71 km de contre-la-montre, 2 contre-la-montre, on va voir les profils juste après. La Cima Coppi, c'est le Passo di Stelvio, 2758 mètres, donc là on imagine que ceux qui ont fait des stages en altitude vont être, sûrement tous d'ailleurs. C'est dommage de le mettre au départ d'une étape, quoi. Ouais, ça c'est on en parlera plus tard de ça. Ouais. Le parcours du Giro, pour le coup, là, fait polémique. Et 8 étapes du coup pour les sprinters. Vous en avez compté 8, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, peut-être 8, un peu plus, voire 9. Ouais, 8, ça fait beaucoup. Un bon 8 quand même. Je sais pas si on ira plus. Voilà les chiffres clés. Concentrons-nous d'abord sur les contre-la-montre pour voir du coup que c'est l'étape 7 et l'étape 14, donc 2 contre-la-montre différents, Aubin, avec 40 et 31 km. Quel était l'intérêt pour l'organisation d'aller mettre autant de contre-la-montre? Ils aiment bien sur le Giro. C'est vrai qu'ils aiment bien. Autant sur le Tour, on a régulièrement des éditions avec très peu de Ils espéraient attirer Evenepoel encore. Ils espéraient. Je sais même pas si c'est ça qui fait la différence aujourd'hui, parce que quand tu prends les 4 coureurs dont on a parlé tout à l'heure qui sont dominateurs sur les grands tours, ils sont tous assez à l'aise en contre-la-montre en fait. Il y en a pas un qui est il y en a pas un qui est un pur grimpeur qui sait pas rouler et où tu te dis bon, je vais faire un parcours sans chrono pour l'attirer. En fait, ils répondent un petit peu au même parcours, je pense. Si tu veux attirer Evenepoel, tu mets du chrono, oui, mais en fait ça attire aussi Pogacar, Vingegaard et Roglic. C'est pas comme sur le Tour où on a parfois eu le sentiment qu'on faisait des parcours peut-être un petit peu pour Romain Bardet, pour Thibaut Pinot, qui pour le coup était beaucoup moins bon rouleur et avait besoin de parcours du Tour avec moins de chrono. Là où 71 bornes, c'est beaucoup. C'est encore une fois pas une bonne nouvelle pour côté français pour Romain Bardet, mais Pogacar, je pense pas qu'il soit venu pour ça. Ouais, 2 étapes de montagne, du coup, on va les regarder. L'étape 15 et l'étape Rennes, l'étape 17. Polo, est-ce que tu apprécies ces parcours? De manière globale, parce qu'on n'ira pas trop dans le... Je veux bien que tu me laisses un peu l'étape, parce que je vais aller dessus, s'il te plaît, Ayman. De manière globale, ce parcours est pas fou. Il va pas très haut, les étapes de montagne sont pas extraordinaires. Celle-là, c'est la plus dure d'après le profil score PCS. Je l'ai mis 392. Alors le barème, je l'ai pas, mais en tout cas, c'est le plus haut total de ce Giro. 5711 mètres de D+, tu pourrais te dire que c'est l'étape Rennes, surtout avec 220 bornes. Le problème, c'est toute cette vallée qu'on a entre la première difficulté et le Mortirolo. Le deuxième problème qu'on a, c'est l'utilisation de ce Mortirolo.
Mortirolo qu'on a rajouté parce qu'on rappelle, la Suisse n'a pas autorisé le passage sur son territoire. Du coup, on a dû changer le parcours de cette étape 15. Un parcours qui était un peu mieux avec une dernière difficulté un peu plus difficile, un peu plus pentue. Là, le Mortirolo, ça fait 2 ans de suite que tu passes sur le côté le moins difficile. Alors, je vous rassure, il le sera quand même énormément. Mais je sais pas si tout le monde ne va pas avoir peur du Mortirolo plus de la difficulté derrière pour lancer directement dans l'une de ces ascensions mythiques du Giro. Elle reste très belle cette étape. Pour moi, c'est pas la plus belle, mais c'est l'une des 2 plus belles étapes de ce Giro. Mais en tout cas, si là on veut faire des différences, qu'on soit Pogačar pour faire un statement, si on ne l'a pas encore fait, parce que je pense que de toute façon Ça après peut être le bon moment, effectivement. après les deux, C'est une étape de 220 bornes en plus. et elle arrive le lendemain du chrono. Enfin, le lendemain, alors je sais pas si c'est une journée de repos entre les deux, mais c'est l'étape d'après le deuxième chrono. Donc on aura déjà des écarts monstrueux. Mais en tout cas, ça reste quand même si je suis un peu pisse-froid, ça reste quand même une très belle étape de ce Giro. Et l'étape Rennes, du coup, l'étape 17, Robin, où là, c'est plus court, Est-ce que tu es 159 d'accord avec ça, km. Mais Que c'est l'étape que c'est l'étape Rennes? Plutôt, ouais, t'as 4 cols, on va une fois au-dessus des 2000 mètres, une deuxième fois on s'en rapproche parce qu'on est, vous voyez, sur le parcours, on est à 1900 et quelques. Donc ouais, moi je trouve qu'elle a quand même une bonne gueule d'étape Rennes, même si la dernière montée est peut-être pas la plus dure. On est sur une montée qui fait 12 km à 6%. C'est peut-être un peu faiblard pour avoir un statut d'étape Rennes, mais je pense quand même que oui, ces 2 étapes-là, 15 et 17, c'est les 2 plus belles. Après, on a la 16e aussi qui fait aussi 200 km avec le Stelvio, mais t'en as parlé, on n'a pas le profil, je crois, mais on a le Stelvio en début d'étape et après on a 80 bandes de vallée, donc c'est curieux, ça. de descente et de vallée. C'est un peu dommage. Je comprends pas l'intérêt. Enfin, tu sais, de manière un peu pragmatique, quand on y réfléchit, quel est l'intérêt de mettre le Stelvio ou une autre, ta Sima copie, de la mettre pour espérer avoir d'étape. on sait que dans les étapes où ça démarre très fort tout de suite, on sait qu'il y a des coureurs qui ont du mal à se mettre dedans et qui peuvent avoir des grosses défaillances en fin d'étape. Ils ont 70 bornes pour revenir derrière. Les échelles, personne va durcir parce que même les montagnes. J'essaie de la défendre, mais c'est compliqué. Les grimpeurs n'ont pas envie de s'envoyer de la vallée à n'en plus pouvoir. Donc ouais, c'est pas malin. Moi, j'aime bien aussi la dernière étape, l'étape 20. On n'a pas le profil, mais pareil, qui est plutôt bien construite avec 2 gros cols de 18 km. Et une boucle sur 2 gros cols de 18 km. Ça va être intéressant. Mais là, je pense que la messe sera déjà dite. Donc il y aura des belles étapes, mais je trouve que les étapes un peu taponnes où on espérait voir, comme on l'avait vu avec une victoire de Simon Yates, je sais plus, c'était à 2 ans ou 3 ans, des étapes un peu décousues avec où ça monte et ça descend toute la journée sur des cols qui montent pas forcément haut, qui sont pas forcément longs. On n'a pas ça cette année, là où le Giro nous avait habitués à trouver des petites étapes comme ça. On a l'étape des chemins de terre là sur la 7e, il y a trois pauvres chemins de terre, dont les 2 secteurs les plus difficiles à presque 50 bornes de l'arrivée, si je dis pas de bêtises. Oh, bah, ils nous ont pas fait kiffer le Giro. Il va falloir s'accrocher. Mais peut-être que c'est pas dans leurs habitudes quand même. Peut-être que la bataille pour le podium dont on va parler juste après va nous permettre de nous tenir en haleine. Tu voulais dire un dernier élément avant de passer au débat? Je voulais revenir sur ce que disait Polo tout à l'heure, sur à quel moment Pogačar doit faire la différence maintenant qu'on a vu un petit peu le parcours. Il y en a qui expliquent un peu sur la théorie de Polo, finir fort, ça peut être avantageux pour en fait arriver sur le Tour de France, sur ta forme du Giro et être très en forme sur le début de Tour. Moi, j'ai tendance à être pas super fan de cette stratégie parce que j'estime que le début de Tour, c'est pas là que ça se joue et que il faut plus être en forme en fin de Tour, quitte à arriver sur le début de Tour. Oui, bien sûr, mais quand tu fais le Giro avant. Ouais, avec ton pic de forme, tu as commencé ta saison au Strade Bianche. Hein, oui, mais il était pas au Strade Bianche, il était pas non plus au top, Pogačar. Oui, ça s'est vu. Ouais. Évidemment qu'il fait un raid de dingue, mais je pense que c'est pas le moment où il était à son pic. Et j'aurais plus tendance à dire, moi, si j'étais Tadej Pogačar, mais il faudrait qu'on ait des confirmations de médecins, d'entraîneurs, etc. Mais de démarrer fort, il y a une première arrivée au sommet sur ce Giro le 2e jour. Il y a le premier contre-la-montre de 40 km, la 7e étape. Après ça, on a une étape de montagne aussi, 2 étapes de montagne, 2 arrivées au sommet sur les 8e et 10e étapes. Moi, je pense que c'est possible sur cette première moitié de Giro, jusqu'à la 10e étape, de faire largement assez d'écart pour ensuite être en gestion et ne plus faire trop d'efforts. Laisser un peu la course aux autres, c'est-à-dire que on sait comment ça se passe. Si tu fais un gros écart dès le début,
plus personne va attaquer Tadej Pogačar. Et la course, elle va se résumer à une course pour le podium et ce sera beaucoup plus tranquille pour Pogačar. Il aura même pas besoin peut-être d'assumer le poids de la course parce qu'il aura tellement d'avance. Je me rappelle du Tour 2021 où il avait vite assommé le Tour de France et derrière, limite, on venait plus l'embêter, quoi. Et bah, là, je pense qu'il aurait intérêt à faire pareil et à finir tranquillement plutôt que l'inverse où en fait dans la situation inverse il nourrirait lui-même l'espoir de ses concurrents qui se diraient ah mais peut-être que finalement on était venu pour le podium, peut-être qu'on peut jouer la gagne en fait et peut-être qu'on va essayer de mettre Pogačar un peu dans les cordes. Il y a aussi le risque de te dire bon j'attends la fin pour faire la différence mais qu'est-ce qui se passe si jamais à la fin j'ai pas les jambes que j'espérais avoir. Donc moi je serais plus partisan de faire la différence au début et après d'être un peu plus peinard et de finir le Giro en fait en préparant déjà le tour, quoi. La course au podium, les gars ? Allez, c'est parti, on va se faire la course au podium. Qu'est-ce qui va se passer derrière Tadej Pogačar ? C'est parti. Et ouais, les outsiders, alors on peut dire les outsiders pour la victoire. Là, vous avez bien compris qu'on parle un peu plus d'outsiders pour le podium. On va regarder quelques noms déjà sur ces outsiders. Vous les avez déjà vus tout à l'heure en termes de cotes. Mais voilà, Geraint Thomas, Robin Bardet, Ben O'Connor, Antonio Tiberi, Kian Uijtebroeks. Il y a plein d'autres noms qui peuvent être mentionnés. Tu l'as bien dit, hein. ouais, j'ai été Ça y est, choqué. j'ai appris. Kian Uijtebroeks. J'ai appris et on va regarder du coup vos top 10. Ça a, j'imagine, pas été facile. Ça commence directement avec le top 10. Ouais, là. parce que bah oui. T'inquiète. Ok. Vous allez voir parce que du coup on va voir les top 10 de Paul et de Robin C'est l'heure des en saucisses. commençant par celui de Robin. Du coup, tu vas nous le décrire un petit peu et après on reviendra sur la course au podium Et là, parce que on va se régaler. Allez, c'est parti, on va regarder le top 10 de Robin. Dis-nous tout. Ouais, j'ai fait des choix. On a fait des petites prédictions, c'est ouais. pas simple mais on s'amuse un Ah, peu. Ça va Exactement. être tellement n'importe quoi, je pense, derrière Tadej Pogačar que c'était très dur. C'est compliqué. J'ai fait un choix qui peut paraître surprenant parce qu'en fait mon podium c'est pas nécessairement les meilleurs rouleurs, mais je pense que ça va être un Giro un petit peu chaotique et que ça peut sourire à ces mecs-là. Donc Ben O'Connor parce qu'il est sur une saison, il est très en forme et AG2R, Decathlon AG2R marche sur l'eau. Romain Bardet aussi, on l'a vu, mais on va en parler beaucoup plus en détail après. Et juste derrière, je mets Tiberi et Thomas qui sont parmi les bons rouleurs de ce groupe de coureurs qui visent le podium, mais que j'imagine quand même un petit cran en dessous en montagne et j'imagine que leur avance en chrono va pas suffire, même si j'ai très hâte de voir Tiberi sur 3 semaines ce que ça donne. Et ensuite j'ai un groupe derrière avec Uijtebroeks, Martinez, Dunbar, Arensman, Storer, voilà ce quintet là qui sont en fait pour moi que des coureurs un peu moins fiables, qui sont capables Un peu moins beaucoup fiable pour Martinez. pour certains, ouais, et qui sont un peu capables du meilleur comme du pire. Je pense que Geraint Thomas, dire qu'il sera aux alentours de la 5e place, c'est pas très risqué. Par contre, pour les 5 que j'ai mis derrière, c'est vrai qu'on a un été peu la plutôt loterie. étonné, mon Polo, de cette fin de top 10 là. En fait, Ouais. alors j'explique, hein, je pense qu'Arensman est un des meilleurs grimpeurs de ce Giro et qui est dans un rôle de lieutenant pour Thomas peut aller Comme il chercher a une fait l'an place. dernier, ouais. Moi, Voilà. je trouve pas ça déconnant. Martinez très peu fiable, mais bon, de temps en temps, faut bien qu'il fasse une place. Comme sur l'Algarve d'ailleurs. Exactement. par exemple, il a fait deux. Et il a fait un seul. Bon, j'avais Après noté il a la stat, explosé, mais mais sur bon, depuis qu'il a éclos en 2020, il a fait 5 grands tours. Il a fait 5e d'un Giro. Tout le reste, c'est abandon ou très loin au général. Hein. Mais je me dis que de temps en temps, ça va payer. Uijtebroeks, quand même, qui fait une belle Vuelta l'année dernière, qui va avoir le rôle de leader chez Jumbo, chez Visma Lease Bike, pardon. Compliqué pour lui ce début de saison. Voilà, il fait pas une bonne saison jusqu'à maintenant, mais je pense que ça peut le faire pour un top 10. Dunbar, c'est ma petite surprise. 7e l'année dernière, je me dis pourquoi pas. J'ai voulu mettre une surprise parce qu'on n'a jamais exactement les mecs attendus dans un top 10. Une grosse échappée qui va essayer de se battre. Et Storer, pareil, c'est un petit peu aussi le côté surprise, plutôt que Caruso, par exemple, que j'ai volontairement évincé, et un ou deux autres où je me suis dit, bon, je vais pas suivre l'ordre des cotes, entre guillemets, parce qu'on sait que ça n'arrivera pas comme ça. Mais voilà, il y a beaucoup de panache, je pense, dans ce top 10, et évidemment que ce sera pas le top 10 final. Polo n'a pas fait les mêmes choix. Polo, quel choix as-tu fait? On a vraiment un top 10 différent avec Robin, c'est pour ça que ça va être cool à suivre. Moi déjà, je mettais Pogačar vainqueur. Je pense qu'il y a une erreur sur le deuxième, là, t'as fait une, non? Moi, j'allais dire, j'aime beaucoup, je n'aime pas ce coureur. Je n'aime pas ce coureur pour des raisons extra-sportives, mais par contre, force est de constater qu'il fait quand même un début de saison très solide. Antonio Tiberi, il arrive
très fort, avec une très belle équipe Bahreïn, une équipe qui a pris quand même pour habitude de pas trop se rater sur les grands tours. Il est chez lui, il adore courir en Italie. J'ai l'impression que toutes les étoiles s'alignent pour Tiberi pour faire un grand Giro. Il est bon rouleur, donc j'y crois beaucoup. Pourquoi pas. Et alors juste pour rappeler ceux qui ne le savent pas, c'est qu'Antonio Tiberi en fait a tué un chat depuis chez lui, et il essayait apparemment une arme à feu, et il ne savait pas qu'il y avait un chat. Le chat est passé par là, il savait pas qu'apparemment l'arme pouvait tirer et pouvait tuer, donc il a été sanctionné, mais aujourd'hui effectivement il s'est excusé, etc. Mais voilà, la réalité c'est qu'il a tué un chat, et il a été effectivement viré de son équipe. Bon voilà, il est de retour. La Bahreïn s'en fout, de toute façon la Bahreïn ils en sont plus là. Geraint Thomas 3e, parce que c'est un métronome sur les courses de 3 semaines, même si ce début de saison est pas fou, c'est un métronome sur les courses de 3 semaines qui en plus est un excellent rouleur. S'il déconne pas trop et s'il arrive quand même en Cannes, il y a pas de raison pour qu'il n'aille pas chercher le podium. Derrière, je mets Ben O'Connor, que je trouve peut-être encore un peu tendre, que ce soit en montagne et surtout en chrono. Romain Bardet, qui sera l'un des meilleurs en montagne de ce Giro, va prendre des volets au chrono, et ça risque de faire vraiment mal par rapport aux autres. On a les mêmes hommes pour le top 5, Polo. Pas dans le même ordre, mais on a les mêmes. Je mets quand même Caruso, pour un peu les mêmes raisons que Geraint Thomas, même s'il roule quand même beaucoup moins bien. C'est quand même quelqu'un qui se connaît. Après, à voir dans quel rôle il sera, s'il doit vraiment jouer le coéquipier pour Tiberi ou quoi. Ça reste quelqu'un d'assez régulier, qui en plus a déjà fait de très grandes pertes sur le Giro sur 3 semaines. Après, c'est la loterie. Kian Ujdebroek, moi j'arrive pas à le dire. Ujdebroek. Comme un œil. Robin il m'a dit ça la dernière fois, c'est bon. Un œil. Ujdebroek. Merci, et excusez-moi pour les Wallons. C'est quoi, c'est les Wallons? C'est plus les Flamands. Ouais. Plus les Flamands. Ouais, écoute, laisse-moi tranquille. Après, comme je disais, c'est la loterie. Juan P. Lopez qui retrouve le Giro. Ça lui va bien le Giro. En plus, il a gagné le Tour des Alpes il y a quelques semaines sur la fraîcheur. Ça peut être bien. Pareil pour Maury Van Sevenant, qui je trouve fait quand même un excellent début de Là, j'avoue que tu m'as un peu étonné, mais pourquoi pas. Et le 10e, c'est Nairo Quintana, parce que ça me ferait beaucoup rire. Ça me ferait beaucoup rire de voir Nairo Quintana dans le top 10, de voir un peu où est-ce qu'il en est, le Colombien. Il y a aussi Ener Rubio chez Movistar, qui, à mon avis, aura son petit mot à dire pour essayer d'aller chercher un accessible. Peut-être plus de garantie que Quintana. Qui offre peut-être plus de garantie en 2024 que Quintana. Donc voilà, un petit top 10 un peu éclectique, on dira. Alors, du coup, on commence par Romain Bardet. Parce que du coup, Romain Bardet a fait deuxième de Liège-Bastogne-Liège. On va regarder d'ailleurs un résumé de sa saison. Deuxième de Liège, 5e du Tour des Alpes, 3e de la Classique VAR. Chute au Tirreno. Et chute au Tirreno. Alors, bon, Romain Bardet, on a commencé à en parler sur le plateau de Winamax dans l'échappée. Et Polo en parlait juste après qu'il ait terminé deuxième de Liège-Bastogne-Liège. On écoute Polo, c'est parti. Je pense que ça le rassure lui aussi beaucoup sur cet objectif et sur sa forme actuelle. Et c'est une belle récompense pour ça. Mais de là à parler de revanche, Romain Bardet, c'est terrible parce que il est à ça d'être champion du monde, il est à ça de gagner le Tour de France, mais à chaque fois, t'as un mec plus fort que lui, un mec un peu sulfureux, même plus fort que lui, qui est devant lui. C'est la question que je me posais à l'arrivée tout à l'heure, c'est est-ce que Romain Bardet, il va avoir des regrets à la fin de sa carrière, parce qu'il a un palmarès que je trouve moi exceptionnel. Alors du coup, Paul évoque une certaine frustration quant à sa carrière. En tout cas, tu dis qu'il y a plein de moments où il aurait pu gagner, mais pour diverses raisons, il ne l'a pas fait. Notamment sur le Giro. Où malheureusement, il n'a pas pu terminer alors qu'il était bien placé. Cette fois-ci, Robin, tu le mets 3e de ton top 10. Paul, tu le mets 5e. Il y a une certaine prudence de vos parts quand même. On voit qu'il y en a beaucoup qui espèrent le voir gagner. Pourquoi tu le vois 3e, Robin ? Déjà, j'attends qu'il soit là. Si je l'ai mis 3e, c'est un peu plus un espoir, si je suis honnête. Parce que par rapport à Geraint Thomas, que j'ai mis 4e, je pense quand même que il va y avoir un problème en chrono pour Romain Bardet. 70 km, on le rappelle. Par rapport à Geraint Thomas, j'ai été chercher un petit peu les statistiques sur le Tour 2022. Romain Bardet, il perd 3 minutes sur Geraint Thomas. Les deux jouaient le général. Et il y avait 53 km de chrono, il perd 3 minutes. Si on remonte encore un petit peu, sur les Tours 2018-2019, il y avait environ 30 bandes de chrono. Romain Bardet, il perd entre 1,40 et 2 minutes sur Geraint Thomas. Mais là, il y a des Van Rysel qui vont plus vite.
Ouais, mais il les a pas. Oui, c'est vrai, il les a. Je le voyais encore chez Decathlon. Dommage. Il y a du bon matos chez DSM. Oui, j'espère pour lui. Mais du coup, il va prendre un éclat sur le chrono. Pourquoi je le mets quand même troisième ou 4, on va dire, mais je vais assumer de l'avoir mis troisième parce que je pense qu'en montagne, il a un très gros niveau et c'est possible qu'en montagne, il soit le plus fort derrière Tadej Pogačar. C'est ce que j'allais dire. J'espère. En fait, c'est ce que j'attends de lui. Pour moi, Romain Bardet doit être le meilleur en montagne derrière Tadej Pogačar. C'est ce qu'il doit viser et s'il l'est, c'est ce qui peut lui permettre d'être sur le podium à l'arrivée. Il y aura peut-être match avec un Ben O'Connor en montagne, j'attends de voir. Mais moi, j'attends de Romain Bardet qu'il soit le plus fort derrière Tadej Pogačar en montagne. Et quand tu vois la deuxième place qu'il fait à Liège, où il y a à la fois l'intelligence de course et il y a les jambes, quand tu vois ce qu'il dit après Liège-Bastogne-Liège, ce que ça représente pour lui, ce que représentait aussi le Giro pour lui à une époque, et les grands tours dans sa carrière évidemment, je pense qu'il y a un défi là quand même sur ce Giro pour lui. Il a jamais eu de podium sur le Giro, c'est peut-être sa dernière saison, on le sait pas encore, donc c'est forcément très très important pour lui. Et ouais, je pense que je serais déçu qu'il soit pas sur le podium. Alors s'il est 4e ou 5e parce que malheureusement en chrono il a pris un trop gros éclat, bon je serais tolérant, mais je serais vraiment très déçu que Romain Bardet, voilà, je serais vraiment très déçu que Romain Bardet soit pas dans les 2-3 meilleurs en montagne. Ouais, moi je suis 100% d'accord, donc je vais pas redire ce qu'a dit Robin. Moi je pense que Romain Bardet doit viser le fait d'être le deuxième meilleur grimpeur de ce Giro derrière Pogačar, et que ça peut être que par ce biais-là qu'il peut aller chercher un accessite, pas un accessite, mais carrément un podium sur ce Giro. Il y aura la concurrence, il faudra voir sur 3 semaines comment ça évolue, mais je n'arrive pas à être inquiet pour Romain Bardet en montagne sur ce Giro, à l'image de ce qu'il a fait sur Liège, de ce qu'il a fait sur le Tour des Alpes, où je l'ai trouvé vraiment serein dès que la route s'élevait. On verra, peut-être que je me trompe, j'espère pas, mais en tout cas ça va être vraiment notre kiff quoi. Romain Bardet là, ça va être le moment fort. Avant de commencer ce Giro, pour moi Romain Bardet dans la liste qu'on a donnée là, c'est pour moi le deuxième meilleur grimpeur, que ce soit la forme, l'expérience et les capacités intrinsèques. Il a tout ça fait que pour moi il a un avantage un peu sur les autres. Un dernier mot sur Bardet. Ouais, ce qui peut être quand même rassurant, c'est que certes Romain Bardet sur le contre-la-montre, il a un gros désavantage par rapport à Tadej Pogačar et Geraint Thomas, mais c'est à peu près tout, parce que il y a pas non plus 15 mecs qui sont des super rouleurs sur ce Giro. On parlait de Tiberi et tout, c'est pas non plus c'est pas Remco Evenepoel quoi. Donc, en fait, j'ai fait une sorte de hiérarchie des candidats au podium sur le chrono. On a évidemment Tadej Pogačar qui est le meilleur rouleur d'entre tous. On a Geraint Thomas qui est assez évidemment le deuxième. Ensuite, on a, je pense, Tiberi, mais un cran en dessous encore, qui a, Polo me le disait très justement avant l'émission, qui a beaucoup d'accessites intéressants sur des chronos courts de 10 km à peu près, mais quand ça fait 25-30 km, il a quand même tendance à redescendre pas mal dans les classements. Ensuite, je pense qu'on a un trio, Dani Martinez, Thymen Arensman, Ben O'Connor, qui se défend correctement sur les chronos, mais c'est pas des perfs incroyables. Martinez, les bons jours, ça peut être du niveau, ça peut être de très haut niveau. Oui, ça peut. Quand il en a envie et quand il en canne, ça reste un excellent rouleur. C'est pas non plus Geraint Thomas. Et je pense que derrière ça, on a Romain Bardet. Mais voilà, Romain Bardet, je pense qu'il va pas perdre énormément de temps sur Tiberi, Martinez, Arensman, O'Connor. Il va perdre du temps. Il sera derrière eux, oui, mais voilà, s'il perd 20-30 secondes, même une minute, c'est pas du tout rédhibitoire pour ce qui est en montagne. Il va perdre du temps, on parle du podium toujours, il va perdre du temps sur Geraint Thomas. Moi j'attends encore cette année une étape préférence de Geraint Thomas quand la route va s'élever, parce que là, si on se cale sur ce qu'on a vu depuis le début de saison... Quand ça se fait qu'il est deuxième, c'est sa fiabilité, son expérience à ce niveau-là, et sur 3 semaines. Ouais. Il progresse, même si c'est pas fou, chaque fois qu'il a fait une sortie, elle a été mieux que la dernière depuis ce début de saison. Il a cette expérience, il sort quand même d'un excellent Giro l'an passé aussi, mais par contre c'est vrai que dès que la montagne s'est élevée cette année, il était très, on a le tableau très récapitulatif d'ailleurs des résultats de Geraint Thomas cette année. 13e du Tour des Alpes, très loin du compte, mais est-ce qu'on 27e du Tour de Catalogne, 65e du Tour de France. En fait, qui se connaît par cœur, c'est un métronome. Surtout, si tu regardes le Giro l'année dernière où il fait 2 pour 14 secondes, il est quand même un cheveu de le gagner, ce Giro. On se rappelle le dernier contre-la-montre où il y a ce changement de vélo et ce changement de casque un peu lunaire. Il y a le saut de chaîne de Roglic. Si Roglic perd vraiment la chaîne et doit s'arrêter plus longtemps, Geraint Thomas il le gagne peut-être, ce Giro. Et avant ce Giro, il était complètement invisible. Ses résultats de l'année dernière avant Giro, c'est la même chose que cette année. Et je pense qu'à son âge, même si tu regardes le Tour de France 2022 où il fait podium,
Et avant ça, il avait aussi été très très discret. Il avait fait un super Tour de Suisse, mais c'était tout. Il avait fait Tour de Suisse, Tour de France. C'est les 2 courses où il est au niveau en 2022. Et en 2023, il y en a une, c'est le Giro. Et je pense qu'à son âge, il a 37 ans, il est obligé de choisir ses courses. Il sait que c'est fini l'époque où t'as des étapes dans ta saison où tu vas dire bon, je vais gagner le Tour des Alpes, je vais gagner le Tour de Romandie, et puis en début de saison, je vais aller faire un podium à Tirreno, et c'est ça ma prépa au Giro. C'est plus le cas. Il est plus capable de faire ça. Par contre, sur une course de 3 semaines qu'il a choisi, et cette année il a choisi le Giro, je pense qu'il est encore candidat. Moi, je suis d'accord avec ça aussi. C'est pour ça que je le mets 2. Alors juste avant de passer au bonif, une déclat de Steve Cummings, le directeur sportif de chez Ineos Grenadiers, qui parle de potentiellement aller chercher Pogačar. Bon, en tout cas, ils en ont la motivation publiquement. Normalement, s'il fait tout correctement, Pogačar il est difficile d'imaginer que quelqu'un batte Pogačar, mais c'est du cyclisme et nous avons vu cette année et les autres années que tout peut arriver. Il n'y a aucun intérêt à venir en croyant que tu ne peux pas le battre. Voilà. Au moins, ils en ont l'ambition. Mais je pense que c'est normal. C'est l'ambition de chaque équipe qui ramène un outsider pour le Giro. Et ils savent très bien qu'à la pédale, ce sera dur d'arriver avec Pogačar, mais ils savent aussi très bien que 3 semaines, c'est très long. Donc, on va pas revenir sur ce qu'on a dit dans le focus, mais c'est pas impossible que Geraint Thomas gagne ce Giro. C'est pas impossible que Romain Bardet le gagne. Il faudra juste des circonstances de course assez favorables, assez immenses. Exactement. Même une bordure, ça suffira pas à éliminer Pogačar, par exemple. Est-ce que il y a des mecs, j'étais en train de réfléchir, mais je trouve pas un mec qui a gagné un grand tour sur les 10-15 dernières années où on pensait pas, enfin, à cause de l'abandon d'un mec ultra non, favori. pas un abandon, mais des grosses chutes, quoi. Genre Kruijswijk, Tom Dumoulin. Ouais, mais Kruijswijk est pas ultra favori pour gagner ce Giro au départ, tu vois. Ah, mais justement, il est pas ultra favori. Mais il a pas gagné Kruijswijk. Non, mais il peut gagner. Et derrière, il y a un. Oui, mais c'est Nibali qui gagne. Mais il y a une chute et derrière. Si on mais parle au de Nibali, départ, le favori, c'est Nibali. Si on parle de Nibali, on peut parler du Tour 2014. Ouais. Où, c'est ce que je pensais, ça se rapproche plus avec Contador et Froome qui abandonnent. T'as Jay Hindley en 2022 aussi. Mais est-ce qu'il y a des abandons sur le Giro 2022 ? Bah ouais, Remco, non ? J'ai un doute. Je confonds les années, je confonds les dernières années. Mais oui, c'est là de cette envergure-là, on n'aurait jamais vu ça. Là, Pogačar a un boulevard et s'il ne gagne pas, déjà ce sera triste pour lui parce que c'est-à-dire qu'il aurait eu quand même de sérieux soucis. Ouais. Mais ce serait surtout un peu vilain. Donc lui aussi, il y a peut-être une petite forme de pression sur le fait de devoir rester sur son vélo, etc. Enfin bref, on aura 3 semaines pour voir un peu son comportement. Vraiment, toutes les caméras vont être aussi tournées sur lui. Les bonifications pour terminer, on a encore pas mal de trucs à aborder. C'est parti. Et on commence avec la bonif de Polo, parce que tu voulais nous parler des Français, et notamment, il y aura Julien Alaphilippe qui sera présent. Ouais, là, les bonifs, elles sont un peu différentes cette semaine. On va prendre le temps de parler un peu des choses dont on n'a pas parlé là, pour ce Giro. Moi, je voulais parler des Français. On a beaucoup parlé de Romain Bardet. On va pas revenir là-dessus. Il y en a 22, mais il y en a surtout... Tu peux citer les 22 ? Oui. Kosciu, Paleni, Tronchon, Baudin, Paré-Peintre, Valentin, Grondin, Barré, Champion, Davy, De Beaumarchais, Rioux, Touzé, Paré-Peintre, Aurélien, Barthes, Thomas, Hofstetter, Le Gac, Laporte, Calmejane, Alaphilippe, Bardet et Petit. Ouais. C'est beau. Bravo Joseph, t'as bien bossé, mais moi j'ai fait une shortlist un peu plus serrée pour avoir quelques coureurs français à suivre. Alaphilippe Laporte. Non, mais déjà voir ce que Wayne Kosciu va faire sur son premier grand tour avec quand même les coups des franches pour tenter des coups. Après, on a les frères Paré-Peintre à voir leur rôle, mais on sait quand même leur rôle, il va être sans doute lieutenant de Ben O'Connor. Valentin, ouais, Aurélien, je pense qu'on va quand même lui laisser plus de latitude. Est-ce que vraiment c'est dans 12 000 mecs? Est-ce que vraiment c'est dans ces plus? Moi, je pense que Valentin, qui pour moi est l'un des meilleurs coureurs français de ce début de saison, sera au service de Ben O'Connor, et du coup, je pense que c'est difficilement imaginable de le voir faire quelque chose, mais à l'image de ce qu'a fait Aurélien Paré-Peintre l'an passé, je pense qu'on va quand même laisser quelques accessites, enfin quelques... Ouais, mais là, t'as un candidat pour le podium quand même. Moi, je pense que chez Decathlon AG2R, ça va être quand même un peu tout pour Ben O'Connor. Alors, je serais agréablement surpris qu'il laisse un peu une carte à Aurélien Paré-Peintre, mais je pense que quand t'as un candidat comme ça pour aller faire 2 ou 3, c'est dur de miser, d'accepter de te disperser, quoi.
Je suis assez d'accord. J'espère juste que la Decathlon ne mettra pas tous ces œufs dans le même panier. On sait que ça leur a quand même coûté beaucoup dans leur carrière de tout concentrer sur Romain Bardet. Alors ça leur a apporté beaucoup, mais Et Ben O'Connor est pas toujours le plus fiable sur 3 semaines. en plus, Ben O'Connor n'est pas le Romain Bardet de de la décennie précédente. Pour les sprints, on aura Hugo Hofstetter à suivre, à voir. Vu comment ça s'appelle, la densité Laporte du plateau aussi, de non ? sprinter, Tu crois pas Laporte, il va bosser pour Coy. C'est ça, je me c'est ça. demande le problème. je me demande si ce sera le cas sur tous les sprints. J'allais y venir sur Laporte. Théorie, oui, qui- quand même. Ouais, mais il y a des étapes où tu te dis peut-être que quand il passe pas, tu vois. Oui, c'est vrai. Faudra analyser Faudra ça en voir. profondeur. Sur Ce sera un peu, on sera un peu dans la situation Van Der Poel Philipsen qu'on a vu sur dans les Tours de France. Je sens que Laporte, j'aimerais quand même voir. Tu crois que Laporte vient S'il sur le Giro revient- pour faire que poisson Non, je pilote pense pendant pas. 3 semaines ? S'il est revenu à 100%, il aura quand même sa carte à jouer sur beaucoup d'étapes, beaucoup d'étapes qui conviennent à ses qualités. Et le dernier, bon, j'ai parlé de Laporte. Le dernier, c'est évidemment Julien Alaphilippe, qui, je trouve, revient bien, qui a fait quand même un Tour de Romandie il a tenté. encourageant, où il a tenté. Il fait un excellent prologue, pas loin de le gagner. Bon, ça se joue tellement à rien ces trucs-là, mais c'est quand même des petits signes qui font qu'il est en forme. Alors pas pour faire de bons et merveilles, mais par contre, le voir gagner une étape, je trouve pas ça déconnant au vu de sa forme, au vu du profil. C'est l'objectif, je pense. Ouais, je pense que c'est l'objectif. De toute façon, l'équipe Soudal Quick-Step aura d'autres objectifs aussi. Eux ne vont pas mettre leurs œufs dans le même panier. On aura du Van Sevenant d'un côté, du Team Merlier de l'autre. Je pense que Julien Philippe va beaucoup bosser pour son sprinter, mais aura aussi sa chance. Donc ça va être intéressant. Des Français qui ont rien à perdre, qui ont tout à gagner. Ça va être plutôt intéressant de les suivre. Les sprinters, désormais, c'est à Bonif, Robin. Il y a du très beau monde. On a vu qu'il y avait entre 6 et 8 étapes qui pouvaient les intéresser. Olaf Koy, Tim Merlier, Fabio Jacobsen, Jonathan Milan, Phil Baos, Caden Groves pour voilà les 6 premiers, mais il y a aussi Danny Van Poppel, Caleb Ewan, Alberto Dainese. Bon, après on peut aller plus loin, mais c'est des coureurs qui n'ont pas énormément gagné cette année, mais qui vont se mêler en tout cas pour essayer d'aller chercher des accessites. Girmay, Canter, Gaviria, Consoni. Voilà, en tout cas il y a du beau monde. Et Laurent Pitty, exactement. Ouais, ça fait un peu championnat du monde des sprinters. Je suis assez agréablement surpris parce que c'est généralement sur le Giro on n'a pas beaucoup de sprinters parce que le parcours Zanoncello, Andersen, il y en a plein. Le parcours n'est pas fait pour eux d'habitude. C'est beaucoup trop montagneux, les mecs n'ont pas envie de venir et souvent on a 3-4 sprinters qui se battent en duel et qui se partagent les victoires d'étape. On se rappelle qu'Arnaud Démare a souvent été venu sur le Giro pour faire des petites razzias. Sargoigny aussi. Ouais, il y a plus longtemps, mais oui. Et bon, Arnaud Démare est pas là cette année. Il manque aussi, on va dire, Philipsen, Pedersen, Van Aert qui lui était prévu mais donc est blessé, Groenewegen, Jordi Meus, Matthews, mais voilà, à part cela, j'ai envie de dire que à part cette petite liste, t'as fait la liste de ceux qui sont présents, c'est tous les meilleurs mondiaux. Merlier, Jacobsen, Koy, Laporte, c'est ce qui se fait de mieux cette saison. Milan aussi évidemment. Ça va être super intéressant de voir ces emballages massifs et il va y avoir un petit peu un sentiment presque d'être sur le Tour de France où on a la réunion des meilleurs sprinters habituellement parce que là j'ai envie de dire à part Philipsen on a sans doute les 3-4 meilleurs donc ouais c'est assez nouveau pour le Giro et ça fait assez plaisir. Ce sera intéressant parce qu'autant c'est assez limpide, la lecture elle sera assez limpide des premiers sprints, mais comme l'a dit Tim Merlier avant de commencer le Giro, il y aura aussi la manière dont ces sprinters arrivent à passer les difficultés. Alors certes il est moins montagneux que d'habitude, il n'en reste pas moins des étapes bien affreuses pour les sprinters. Oui, mais est-ce que c'est pire que le Tour ? Non, c'est pas pire que le Tour, mais on sait que pour certains, tu vois, je vais être curieux de voir un Olaf Koy comment il réagit à ça. Aussi. Un Jacobsen comment il réagit à ça. Les autres, je crois, sont déjà venus. Baos, Girmay, Merlier, Milan, Gaviria, c'est des mecs qui ont déjà fait le Giro. Il y a Sam Welsford qui s'est fait sauter vu son Tour de Turquie, mais Danny Van Poppel a été préféré. Il se passe des choses bizarres chez Bora. Ils ont aussi sauté Bourkman alors qu'il on va en parler. Il avait promis en début de saison. Tu en parleras tout à l'heure dans ta bonif. La question qui va se poser, c'est qui va gagner le maillot cyclamen du coup. Tu veux qu'on fasse un prono là ? Bah oui, tant qu'on y est. Tant qu'on y est. Il y a quand même Olaf Koy qui est favori. Moi je pense pas. Moi j'hésite entre Milan et Merlier. Ouais, moi j'hésite.
Merlier, si vraiment les sprinters arrivent à bien passer toutes les difficultés. J. Merlier. Et Milan, si c'est un peu décousu et que les mecs finissent pas, qu'il y ait des hors-délais, qu'il y ait des abandons. Milan qui est le vainqueur sortant du maillot cyclamen. Ce sera son objectif assumé de cette année. Donc moi je dis Merlier quand même aussi, mais le côté Merlier au Milan en fonction des scénarios de ces 3 semaines, c'est intéressant. Il a plus gagné. Olaf Koy, 4 victoires. Olaf Koy, ouais, je vais dire. Comme ça, on n'a pas le même, c'est assez rigolo. Dites-nous dans les commentaires. C'est hilarant. On adore. Merci messieurs. On termine avec ma bonif. Le coureur à suivre. Le coureur à suivre, c'est Philippe Lipowitz. Alors effectivement, Florian, pardon. Bah d'ailleurs, Florian Wirtz. ça veut tout dire parce qu'on le découvre un peu. On va pas se mentir, c'est un coureur de 23 ans qui est dans l'équipe chez la Bora Hansgrohe, qui pour ceux qui ont regardé le Tour de Romandie a terminé deuxième de la 4e étape qui était l'étape Rennes et qui en plus à la pédale qui a même déposé Carlos Rodriguez, donc on a vu qu'il en avait sous le pied. Alors il y a effectivement un Bora Gate parce que Buchmann devait être pris en tant que co-leader avec Martinez. Et alors, c'est le Tour de Romandie qui a fait un peu bousculer les choses. Et donc, Lipowitz a été apparemment préféré à Buchmann. Reste à savoir quel rôle il aura. Lipowitz, il va sûrement accompagner dans un premier temps Dani Martinez. Mais étant donné la fiabilité ça peut bouger, qui se pose des fois pour Martinez, ça peut un peu bouger. Moi, j'avoue que j'aimerais bien le voir disputer un peu les étapes avec des mecs en forme qui sont notamment Lopez, Aurélien Paré-Peintre, tous ces chasseurs d'étapes qui peuvent profiter d'un Tadej Pogačar qui, sur les 2 premières semaines, peut un peu attendre avant de prendre le maillot rose. Mais voilà, Philippe Lipowitz, 23 ans. Et ce qui est intéressant avec Lipowitz, c'est que il a fait du biathlon dans un premier temps dans sa carrière. On aime bien ça. Et exactement, comme quoi ça forme vraiment bien aussi pour le vélo et pour les hautes altitudes. Il sort pas non plus totalement de nulle part, Lipowitz, pardon. Et c'est Florian ou Philippe? Je sais pas, je suis pas sur la même page. Bah ouais, excuse-moi, c'est ta bonif, non? C'est Florian, tu m'as mis le doute, mais oui, c'est Florian. Je sais pas pourquoi tu dis Pipo, c'est pas Pipo. Je sais pas, effectivement. Mais je veux être sûr et certain. Mais ce sera intéressant, en tout cas, Joe, de voir ce qu'il peut faire. Parce qu'il a survolé, il a survolé, il a été impressionnant sur le Tour de Romandie. Dans ce marasme pour le leadership chez Bora, il y a quand même un coup à jouer. Moi, j'aime bien le drama comme ça avec Buchmann et tout, qui a un peu gueulé en mode on m'avait promis le Giro. Publiquement, sur les réseaux, on l'a vu sur Insta à gueuler. Quasi, on m'avait promis le Giro. J'ai certes pas des très bons résultats, mais je suis super en forme là en stage en altitude. C'est vrai que 6 jours avant, j'apprends que 15 jours avant, j'apprends que je vais pas sur le Giro. Il va faire les classiques allemandes. Ça a été géré bizarrement. Oui, la classique de Francfort qui est un peu pour les sprinters quand même. Buchmann. C'est bizarre ce qui se passe. De toute façon, on l'a vu l'année dernière avec Uijtdebroeks, on l'a vu avec Vlasov et la séparation du leadership sur certaines courses, c'est quand même compliqué. Donc voilà, écoute, on verra bien. C'est vrai que le management a l'air particulier chez Bora. Mais il y a un coup à faire pour l'Allemand. Qui avait gagné sur le Tour de République tchèque en 2023. Bon, vous voyez que c'est un coureur nouveau qui va découvrir le Giro et qui va se montrer au grand public. S'il démarre dans l'avant-dernière étape du Tour de Romandie, s'il démarre 50 mètres plus loin, il bat... 50 mètres plus tôt. Ouais, plus tôt. Mais plus loin, ça marche aussi. Si c'était plus loin d'arriver. Il aurait battu Richard Carapaz. Tant pis, exactement. Nous aussi, on a un coureur à suivre ou pas? Oui. Alors, allez, vous avez un coureur à suivre. Qui est-il? Moi, c'est Domenico Pozzovivo. Quoi, pourquoi? Là, il est encore là. Il a 41 ans. On adore Domenico. On l'adore. Moi, je l'aime vraiment bien, ce coureur. Chasseur d'étape. Retourné chez Bardiani, l'équipe de ses premiers amours. Moi, je me rappelle, peut-être pas de ses premiers amours, il y avait... si, c'est ça. C'est juste qu'il avait un nom différent en 2005. Il a démarré en 2005. Chez l'ancêtre de la Bardiani, jusqu'à... Lipowitz avait 5 ans. Il aurait pu courir avec Armstrong. Jusqu'à 2012, et après il a rejoint AG2R, on s'en rappelle. 41 ans, c'est sa dernière saison. Il va retourner sur le Giro. Moi, je l'aime bien et je me dis que je sais pas ce qu'il va faire, mais s'il peut me claquer, c'est un sacré coureur. S'il peut me claquer une étape
il a déjà fait sur le Giro, ou un petit top 15, voire un petit top 10 au général, je dirais pas non. Et j'ai regardé... Top 15, pourquoi pas. Parce que je me suis un peu emballé, mais finalement, il est pas ridicule sur pas mal de courses. Il fait 10e du Tour des Abruzzes. Bon, c'est peut-être pas dingue pour aller faire un top 10 du Giro. Il n'y a pas grand monde sur le Tour des Abruzzes. Mais l'année dernière, il fait un début de Giro plutôt pas mal. Et il avait fait déjà des petits résultats. Pareil, il a la connaissance des 3 semaines lui aussi. Moi, je me dis, allez, je me dis, Pozzo Vivo, 14e du Giro. Et une victoire d'étape. Non. Ah bah s'il gagne, c'est-à-dire qu'il aura fait sur une étape de montagne, c'est-à-dire qu'il aura pris un peu d'avance sur tout ce marasme du top 10, top C'est 20. vrai. Enfin, S'il du- gagne une entre le étape, top 10 et le top 20. S'il gagne une étape, 11e. Oh, ok. Bah moi, je vais prendre un mec de la Bardiani aussi. Je vais prendre Giulio Pellizzari, l'immense crack de 20 ans, l'italien, qui sort d'un très beau Tour des Alpes. Tour des Alpes ou Tour de Romandie, je confonds les deux courses. Ou à la pédale, je crois qu'il va chercher un beau top 10. Il a 20 ans. Tour d'Avenir l'année dernière, il fait 2e et il bat Isaac Del Toro sur l'étape Rennes. C'est un petit crack de l'espace et à voir comment il va courir, notamment aux côtés de Pozzo Vivo, mais peut-être un peu tendre pour une étape, peut-être se tester sur un classement général, je sais pas. Je serais très curieux de savoir comment il va courir, mais sur une étape, c'est un très très bon grimpeur et c'est pas parce qu'il a 20 ans qu'il peut pas gagner, donc ce sera intéressant de voir. On sait que les tifosi rêvent d'avoir un petit crack en montagne parce que ça fait longtemps quand même qu'on attend. Je crois depuis Fabio Aru, je pense qu'on n'a pas un mec capable de faire vibrer les tifosi sur le Giro et ailleurs sur les courses par étapes. Donc ça va être intéressant, Pellizzari, de le suivre là pendant ces 3 semaines pour son premier grand tour. On va le suivre. Voilà les coureurs à suivre, les amis. Vous savez tout désormais du Tour d'Italie. Donc ça démarre, on le rappelle, samedi. Et nous, on se retrouvera du coup la semaine prochaine pour faire un point. On se retrouve quand du coup? On se retrouve à la fin du Giro, Joseph. On se retrouve à la fin du Giro, je sais. Puis, on a fait trop d'émissions là. On a utilisé tout le crédit studio. On a fait trop d'émissions depuis le début de saison. Non mais c'est très bien. On se retrouve le 28 mai, si je dis pas de bêtises, Robin. Ici. Il me semble que c'est ça. Pour débriefer ce Giro. Je vais te confirmer se la pencher date. directement vers le Tour de France. On se rapprochera du Tour de France. Ouais, Vraiment c'est d'un allé mois. vite, C'est ça le va aller 28 vite. mai, en effet. Bah, Pour débriefer la victoire finale de Romain Bardet. Et ben voilà. Statement, attention. Statement. C'est dans la boîte, les amis, c'est dans la boîte, on l'espère en tout cas. Et évidemment qu'on va supporter à fond Romain Bardet sur ce Giro. Merci Polo, merci à Robin, toi, Joseph. merci à Merci. Aymen et Léo en régie. Et merci à vous les rouleurs de nous suivre à très très vite sur tous les réseaux de roue libre. Voilà, j'ai réussi. Allez, ciao, bisous.